Sébastien Faletti, bonsoir. Vous êtes journaliste, on vous lit notamment dans Le Figaro, dans Le Point, et vous publiez La Piste Kim, voyage au cœur de la Corée du Nord aux éditions de l'Équateur, un pays que vous connaissez bien pour y être allé plusieurs fois. Donc on vous a invité parce qu'il y a un sommet historique mardi prochain, ce sera à Singapour, vous y serez d'ailleurs. Ouais. Donc sommet historique entre Kim Jong-un, le leader nord-coréen, et Donald Trump. C'est une rencontre à haut risque, Sébastien Faletti, vous parlez, alors on ne sait pas si c'est un bras de fer ou une partie de poker, menteur, mais ça sera entre deux mâles dominants, dites-vous. Oui, ce sont deux prédateurs politiques qui ont l'habitude de dominer la situation. Donc la grande question, c'est est-ce que ces deux personnages peuvent trouver un terrain d'entente alors qu'ils ont toujours l'habitude d'être le patron. Et on a vu que ces dernières semaines, il y a eu des revirements de chaque côté parce que chacun a peur de perdre la face. Car évidemment, si Donald Trump vient à Singapour et qu'il repart les mains vides, il sera attaqué de partout. Donc, ils ont envie de se rencontrer, mais en même temps, ils ne veulent sortir gagnants de cette rencontre. Alors, ça veut dire quoi, sortir gagnant? Qu'attendent chacune des deux parties? Par exemple, Kim Jong-un, il espère repartir avec quoi? Alors, Kim Jong-un, déjà, la rencontre elle-même est un succès fantastique sur le plan intérieur. Il faut savoir que le régime nord-coréen essaye depuis des décennies de décrocher un rendez-vous avec l'homme le plus puissant de la planète, donc le président des États-Unis en exercice. Et là, lui, il y arrive. Son père, son grand-père n'ont jamais réussi. Et là, Donald Trump, du premier coup, dit oui, banco. Donc la poignée de main va être utilisée par la propagande sur le plan intérieur pour dire, regardez, nous sommes une grande puissance, nous tutoyons la puissance numéro 1. Ça, c'est côté Kim Jong-un. Donald Trump, lui, il veut affirmer qu'il fait mieux que ses prédécesseurs, qu'il fait quelque chose d'unique dans l'histoire. Et il rêve sans doute d'un prix Nobel de la paix qui lui permettrait d'humilier une dernière fois Barack Obama, qui l'a eu lui aussi. Oui, d'accord. Kim Jong-un, il a la bombe nucléaire maintenant. Que veut-il en faire? Il espère obtenir quoi avec ça? Une assurance vie? Est-ce qu'il a des... Je ne sais pas, on parle de réunification. Est-ce qu'il a des visées, Kim Jong-un, ou est-ce qu'il veut juste survivre? Ou est-ce qu'il veut aller au-delà? Voilà, il a deux choses. Voilà, et la première chose, c'est qu'il est enserré par les sanctions. Il est quand même menacé d'une possible frappe militaire. Donc à court terme, il veut d'abord desserrer les taux, respirer, pour survivre. Mais il est plus ambitieux que son père, parce que la situation va mieux pour lui. Son économie commence à repartir. C'est un pays très pauvre, mais il y a de la croissance. Et puis, il a l'arme nucléaire désormais. Donc, il estime qu'il peut utiliser ça pour asseoir et développer son pays, obtenir des investissements économiques en levant les sanctions et donc s'offrir un avenir. Il ne faut pas oublier qu'il se prolonge dans le long terme. Il a les trentenaires. Ouais. Lui, il doit penser à l'horizon de 20, 30 ans. Non pas d'une élection. Il est trentenaire, mais il a une santé chancelante. D'ailleurs, c'est vrai que physiquement, il a un look un peu bizarre avec sa coiffe. C'est Donald Trump, d'ailleurs, qui l'appelle le petit gros. Hein. Voilà. Il a des problèmes de... Voilà, on va voir s'il va continuer à l'appeler comme ça à Sentosa. Mais en tout cas, il a pris beaucoup de poids. Alors, au début, c'était fait exprès pour ressembler à son grand-père, Kim Il-sung, parce qu'il était quand même très jeune, il avait l'air inexpérimenté. Mais on sait que depuis qu'il est au pouvoir, il a pris beaucoup de poids. On pense qu'il est presque à 130 kilos. Et donc, il aime le fromage, il aime la bonne chair, il aime le fromage parce qu'il a vécu en Suisse. Voilà, il aime le fromage suisse qu'il se fait livrer de temps en temps à Pyongyang. Donc, c'est quelqu'un qui aime la belle vie, mais on sait que sa famille a des problèmes de santé déjà héréditaires. Son père a des problèmes de diabète. Et c'est vrai que sa santé semble assez fragile. Et ça, c'est une inquiétude géopolitique parce qu'il est jeune, mais si jamais il disparaissait, ça mettrait tout l'équilibre géostratégique de l'Asie du Nord-Est en péril. Donc, les Chinois, les Sud-Coréens, les Américains s'inquiète également de ça. Alors, vous dites, il est jeune, on espérait qu'un président jeune, enfin, c'est pas un président, un chef d'État jeune. Un leader suprême jeune, qui a vécu en Suisse. D'ailleurs, vous racontez que c'était un jet-setter, il disparaissait, il allait sur la Côte d'Azur, etc. Alors, il avait une double vie en Suisse. Il était dans un collège tout simple de la banlieue de Berne. Ouais. Il vivait comme un simple enfant suisse, mais en réalité, il y avait la belle vie. Il était ado, hein. Il partait sur les palaces de la Côte d'Azur, au ski. On dit qu'il est même allé à Bercy voir ses idoles de la NBA. Donc il a eu une belle vie, mais en même temps une vie loin de ses parents, loin de sa mère. Sa mère était une danseuse et il ne l'a pas beaucoup vue. Sa mère est morte d'un cancer très tôt. Donc ça a été une adolescence dorée, mais aussi une adolescence dure, où il a resserré les liens avec ses frères et sœurs. Donc ça l'a forgé beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Ben oui, parce qu'on se dit que quelqu'un qui a été élevé à l'occidental, dans un collège suisse, qui est quand même un pays ouvert, etc., qui a connu la jet set, etc., on se dit qu'il
il aurait pu libérer son pays. Pas du tout. Il entretient le mythe du paradis rouge en Corée du Nord face à une Corée du Sud où on vivrait mal. Il continue d'entretenir ce mythe ou pas? Oui, parce qu'il a d'abord imposé la terreur au sommet, il règne sans partage, il a même exécuté son oncle, mais aussi il garde le pays sous cloche. C'est un État totalitaire, il n'y a pas d'Internet. Pas d'ouverture. Pas d'ouverture, et il sait que, pour le moment, c'est ça qu'il maintient, car il sait que si sa population apprend ce qui se passe ailleurs, il risque à terme de saper son assise. Mais on sait que les informations commencent à rentrer, donc c'est le grand défi pour ce personnage dans les années à venir, les décennies à venir. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir cette emprise sur une population qui a envie de consommer plus, qui a envie d'autres choses? En tous les cas, c'est Donald Trump qui dit il devait avoir beaucoup d'ennemis, il a réussi à s'imposer comme leader alors qu'il est tout jeune, hein, il a 30 ans, face à des tas de gens qui devaient l'attendre avec un fusil. Donald Trump a dit ça doit être un type brillant. Est-ce que ces deux personnages qui se ressemblent un peu pourraient bien s'entendre et faire Give Me Five, là, comme dans les séries américaines, Exactement. mardi prochain? Oui, je crois qu'il y a un point commun, ce sont tous les deux des fils cadets de dynastie qui se sont imposés à leur père par le tempérament. Donc ils ont ce mélange à la fois d'enfants gâtés, mais aussi de self-made man, vous voyez, qui se sont faits. Et donc ils ont ça, et je crois que c'est pour ça que Donald Trump a un certain respect de base pour Kim Jong-un, peut-être plus que ce qu'il a pour beaucoup de leaders européens qu'on connaît, qui viennent des belles écoles. Lui, il se dit, c'est un gars, c'est quelqu'un qui s'est fait par la force du poignet. Mais à l'inverse, ça pourrait très mal se passer. On a là deux personnages assez sanguins. Est-ce qu'on peut redouter le pire, y compris une option militaire? Absolument, on est au bord du précipice. Ce sommet est quand même très particulier parce que si ça se passe mal, à Singapour, mais surtout plus tard, dans les semaines, les mois à venir, quand les négociations vont continuer, si ça se passe mal, évidemment, ensuite, c'est l'option du pire qui se présente parce que Donald Trump, les faucons à Washington diront, vous voyez, la diplomatie, ça ne fonctionne pas. Et donc, on passera à la phase 2, comme le disait Trump, et la phase 2, c'est une option militaire. Donc, c'est un sommet à très hautes enchères parce que, pour le moment, on parle beaucoup de paix, mais ça pourrait basculer très vite de nouveau sur la Comment péninsule. vit-on ça à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, qui, on va le voir sur la carte, est à quoi? À 40 km. 40 km de la frontière nord-coréenne. Alors aujourd'hui, la Corée du Sud est défendue par les GIs américains de Donald Trump. Absolument. Donc, 28 000 GIs. Oui, oui. Et puis la Corée du Sud est un petit peu partagée parce qu'à la fois, ils ont eu tellement de déceptions, c'est l'ennemi. Les 10 dernières années ont été marquées par des affrontements, des bombardements, des difficultés. Et là, soudain, le leader nord-coréen fait une volte-face et lance une offensive de charme. Donc à Séoul, il y a une envie d'y croire. Le président sud-coréen, notamment Moon Jae-in, y pousse beaucoup. Et la population commence à espérer peut-être qu'enfin, historiquement, c'est le moment où on va pouvoir, peut-être pas se réunifier, mais au moins se rapprocher. Mais il y a en même temps une inquiétude, car on a vu par le passé des sommets entre Coréens qui ont fait des grandes déclarations, et puis après, on est revenu à la case départ, l'affrontement. Mais Sébastien Fellet, est-ce que c'est envisageable de se dire que Donald Trump dit « Bon, bah, écoutez, moi, je retire mes GIs de la Corée du Sud, je vous laisse en Corée du Sud, et là, moi, j'habiterai Séoul, je me dirais, oh là là, mais est-ce que le leader nord-coréen ne va pas faire dérouler ses chars? Exactement, ça fait partie des inquiétudes des Sud-Coréens. Et il pense à la Corée du Nord, mais il pense aussi à la Chine. Parce qu'à côté, il y a le voisin chinois qui grandit dans toute l'Asie. Et les stratèges à Séoul se disent, finalement, avoir des soldats sud-américains chez nous, c'est pas mal aussi pour lancer un signal à la Chine. Donc évidemment, quand Donald Trump agite le retrait, c'est peut-être simplement une technique de négociation, mais ça inquiète même ses propres alliés. Voilà, en tous les cas, c'est passionnant, voilà, et on se rend compte de l'importance de la présence militaire des Américains en Asie qui peut rassurer face à des leaders nord-coréens, enfin, en l'occurrence, un Kim Jong-un qui peut être imprévisible. Voilà, c'est votre livre, La piste Kim, voyage au cœur de la Corée du Nord. On apprend des tas de choses sur la Corée du Nord, même que vous avez pu aller chez le coiffeur et payer en euros. Oui, et j'ai gardé mes tempes. À Pyongyang. Merci beaucoup Sébastien Fellati, donc journaliste pour Le Figaro, Le Point. Merci tout de suite, beaucoup. C'est dans l'air. Bruce Toussaint qui revient sur le déplacement d'Édouard Philippe à Toulouse, un Premier ministre auquel on reproche de mener une politique trop à droite. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Édouard Philippe, première fausse note.